Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ce sera le test du Ulfone Beat Touch. Alors, ce téléphone-là, je l'ai depuis un petit moment et vous allez voir que j'ai un très mauvais timing à propos du test de ce téléphone. C'est tout bêtement que la marque vient de sortir, enfin pas encore sorti, mais vient d'annoncer plutôt la nouvelle version de ce même téléphone, c'est-à-dire le Ulfone Beat Touch 2. Alors, quelle est la différence? C'est à peu près exactement les mêmes caractéristiques, c'est même exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il viendra préinstallé avec Android 5.1, à savoir que celui-là aura la mise à jour, qu'il a un écran 1080p au lieu de 720p, et... ah oui, la batterie est un peu meilleure, ils ont mis une 3000 quelque chose mAh au lieu d'une 2500, mais ça ne fait que rattraper la densité de pixels augmentée de l'écran, parce qu'un écran avec une plus grande densité de pixels va bien entendu consommer plus qu'un écran 720p. Donc voilà, 1080p sur un écran 5,5 pouces, ça fait quand même un sacrément bon écran. Ça fait même en sorte qu'il a exactement la même résolution et la même densité de pixels qu'un iPhone 6 Plus. Ça va être difficile d'éviter la comparaison entre ces deux téléphones. Donc nous voyons que c'est une boîte sans renfort ici, mais bien entendu la boutique qui l'a envoyé a mis un sachet bulle, donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir pensé à ça, parce que sinon il y aurait aucune protection. Donc vous voyez que vu de derrière comme ça, il a vraiment pas du tout l'air d'un iPhone. Hop, vu de devant, bon, il a pas non plus l'air d'un iPhone, sauf qu'il a juste ce bouton rond avec capteur d'empreinte digitale intégré qui donne vraiment un air d'iPhone. Mais attention, hop, regardons le contour. Ouais, là quand même, ça donne un petit air d'iPhone tout de même. Bon, c'est pas non plus au point de dire oh plagiat, au secours. Nous sommes en terrain, on va dire balisé avec marqué tout autour attention contrefaçon. Ça risque d'être de la grosse bouse, attention contrefaçon. Non, là on est quand même, bon, on va dire qu'il y a attention danger, mais quand même on n'est pas à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit à ce point. On verra. Hein. Est-ce qu'on peut enlever? Oui, on peut enlever le capot arrière pour la batterie. Ça m'étonne pas. Encore une fois, le plastique a une qualité de fabrication qui a été fortement augmentée depuis ces derniers mois. Bizarre. Alors vous savez très certainement que je ne suis pas vraiment un fan intégral des téléphones avec une trop grosse diagonale, mais celui-là est vraiment très allongé par rapport à sa largeur, c'est assez étonnant comme truc. Bon, il reste quand même un peu gros à mon goût, je trouve, surtout que la longueur est vraiment longue. Est-ce que j'aurais un autre téléphone 5,5 pouces dans le coin? Non, malheureusement, j'ai rien qui me traîne sous la main, mais... ah si, j'en ai un, attendez. Où est-ce que je l'ai posé? Ouais, il est là. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au très poussiéreux web? Oh, il est qu'à peine plus haut en fin de compte, hein, mais il est un peu moins large. Bon, vraiment qu'à peine là aussi. Bon, c'est à peu près le même format en fin de compte. Bon bref, comme je le disais, c'est un petit peu trop gros pour mes goûts personnels. Donc c'est Android 5.0 qui est préinstallé. Comme je le disais, il y aura Android 5.1 là-dedans. Alors un truc aussi que je trouve pas tellement à mon goût, c'est ceci. Le bouton physique. Non pas le fait qu'il y ait un capteur d'empreinte digitale là-dedans, mais tout simplement parce que j'ai eu enfin, ça c'est vraiment... habituellement, je sais pas si ce sera le cas sur ce téléphone, mais ça a tendance à s'user énormément et vachement vite quand il y a un bouton physique Home sur un téléphone chinois. Habituellement, vaut mieux les éviter et en prendre un avec un bouton capacitif, parce que en plus c'est le bouton le plus utilisé dans un téléphone, donc bon bref, c'est assez... oh tiens, c'est marrant, ils ont mis la petite poubelle ici. Donc on va voir si le firmware Android 5.0 est bon, parce que ça franchement, c'est l'un des trucs qui me fait le plus flipper avec ces téléphones avec MT6732 et 6752, c'est la qualité absolument médiocrissime, jusque-là, en tout cas, de ce que j'ai pu voir jusque-là, jusqu'à présent, des firmware Android 5.0 qui sont fournis avec. Bon, heureusement, il aura 5.1, alors faut croire peut-être que Mediatek continue à supporter ce processeur et à lui sortir de nouvelles versions, et surtout, on peut espérer une version enfin stable. Je sais pas si c'est déjà le cas dans celle-là. Faudra que je voie le framerate dans les jeux, parce que c'est vraiment là où ça devient la catastrophe habituellement avec ce genre de téléphone, enfin avec les téléphones qui ont ce firmware Android 5.0 et ce type de processeur. Franchement, il fonctionne tellement mieux sur Android 4.4, mais il y a une version d'Android 4.4 disponible pour ce téléphone, donc il suffit d'aller la télécharger et logiquement on peut l'installer, mais ça va être la galère pour l'installer parce qu'il faudra utiliser obligatoirement un PC sous Windows 7 32 bits, enfin pas obligatoirement, mais en tout cas c'est largement préférable si on veut que ce soit facile à installer. Enfin voilà, vous voyez le type de galère dans lequel on se met. Tiens, je viens de remarquer que le contour, je sais pas s'il est en métal, mais j'ai vraiment clairement l'impression que non. Je crois que c'est du plastique avec un petit revêtement par-dessus. Donc ok, pourquoi pas. On va oula. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que... ouais.
J'espère qu'il y aura une mise à jour OTA rapidement parce que je sens le framerate tout pourri d'Android 5.0 sur ces téléphones-là. Donc hop, en français, je vais mettre comme d'habitude mes mots de passe et je reviens tout de suite. Ah bah tiens, comme par hasard, je mets mon mot de passe pour le Wi-Fi et immédiatement, alors ça a même pas mis une fraction de seconde, il me demande de faire une mise à jour OTA. Donc j'espère que ça va fluidifier le système. Allez hop, c'est parti pour faire la mise à jour et je reviens un peu après et on va tester un jeu stratégique Jetpack Joyride et voir s'il est fluide sur ce téléphone parce que habituellement c'est le meilleur moyen très 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 rapide mais alors presque instantané de voir si le firmware de ce téléphone-là a été amélioré par rapport à celui-là que j'ai pu notamment tester avec le Mle M52 qui a fait une apparition très brève dans cette vidéo, qui avait vraiment un firmware Android 5.0 qui était très expérimental, une vraie saloperie. Bon, alors première chose à dire, pour un téléphone qui s'appelle BeatTouch, je trouve que le tactile est vraiment médiocre. J'arrive pas à cliquer sur le bon truc, purée, alors que c'est pourtant un écran 5,5 pouces. Bon bref, l'écran tactile est vraiment moisi. Hein. Bon, il permet quand même de l'utiliser sans problème du tout pour le clavier, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à cliquer sur cette toute petite chose. Est-ce que moi j'arrive à cliquer sur le tel d'à côté ? Non mais il y a une ligne morte, c'est pas possible. Comment ça ? Bon, bref, j'installe un truc de vérification de l'écran, hein, tout bêtement. Je vais télécharger Multitouch Tester, comme j'ai l'habitude de faire. Bon, ah là 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 là. Décidément, l'ironie. S'appeler BeatTouch et de ne pas avoir un tactile convenable, c'est un petit peu dramatique. Alors, regardons. Ah ouais, grave. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai un modèle défectueux. Ouh, c'est beau ça. Est-ce que le reste de l'écran tactile, ça expliquerait pourquoi le clavier fonctionne bien ? Ouais, a priori, y a pas de problème ici. Et là, il y a un bug. Ah ouais, carrément. Ça sent bon. C'est un 5 points, en tout cas. Magnifique. Bon, bref. Je vais arrêter de m'appesantir sur ce magnifique... loin d'être un détail. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est regarder s'il n'y a pas un truc qui utilise du processeur. Bah non, je peux pas. Oh putain. Bon, regardez dans la liste s'il n'y a pas un truc qui utilise du processeur en arrière-plan. Non, à part Quick System Info, il n'y a rien de spécial. Ok, donc je clique là. Et merde, je peux pas à cause de cette ligne morte. Bon, c'est pas grave, je fais ça. Sortir. Ok, voilà. Et c'est parti pour Jetpack Joyride. Donc on va voir si ça fonctionne mieux qu'avec l'autre. Je vais utiliser ce côté de l'écran parce que sinon... Alors, est-ce que c'est fluide ? Ça n'a pas l'air de poser problème pour l'instant, mais a priori quand ça pose problème, c'est au chargement de nouvelles textures. En tout cas jusque là déjà ce qu'on peut dire c'est où l'écran tactile est vraiment médiocre. Ah, ça fait des à-coups là au changement de texture. C'est magnifique. Donc non, elle a l'air mieux quand même que la ROM 5.0 que j'ai pu tester une autre fois sur ce processeur-là, mais pour un processeur aussi puissant, avoir des lacunes à faire fonctionner Jetpack Joyride comme il faut, ça la fout mal quand même. Hein. Ça la fout très mal. Voilà, allez, je prends une fusée. Enfin, en tout cas, vous avez vu que c'était pas super méga ultra fluide, et que en plus de ça, eh bien... nous avons un problème d'écran tactile. Donc je crois que ce téléphone va déjà dans la pile immédiatement des téléphones que, à mon avis, je ne peux pas recommander parce que, bon, c'est peut-être que moi qui ai un problème d'écran tactile, mais ça veut dire surtout que le téléphone est particulièrement fragile parce que la boîte est en parfait état. Absolument aucun problème avec ça, c'était dans un papier bulle comme n'importe quel autre téléphone que j'ai reçu, mais surtout il a un écran, vous savez, avec ce fameux tactile, cette fameuse vitre qui dépasse un petit peu avec les côtés biseautés, donc ça doit prendre plus facilement les chocs pendant le transport, et voilà à mon avis ce qui rend donc tous les trucs avec marqué écran 2,5D, enfin d'ailleurs j'avais déjà eu le problème avec un autre téléphone avec un écran de ce type-là, a priori tous les téléphones qui ont un écran de ce type-là, c'est pour l'instant il y a encore des doutes en matière de solidité. Quand ça voyage longtemps dans une petite boîte, quand ça fait pratiquement le tour du monde dans une petite boîte. Donc bref, voilà. Donc je vais continuer à tester ce téléphone pendant un petit moment. On va vérifier si le problème du tactile est firmware. Ça m'étonnerait quand même énormément, mais voilà, déjà on voit aussi que le firmware Android 5.0 qui est fourni avec n'est pas parfait, et ça vraiment pour moi c'est mauvais quoi. Quand on fournit un firmware avec, faut que ce soit le meilleur possible, et quand on a le choix entre Android 4.4 qui fonctionne parfaitement bien et Android 5.0 qui a des petits problèmes de fluidité, que ce soit en jeu
ou en dehors des jeux et qui fait passer ce processeur extrêmement performant pour un processeur très moyen, surtout que je rappelle que c'est seulement du 720p et non pas du 1080p, donc quand même, c'est ne pas être fluide avec un processeur pareil sur du 720p, il faut le faire, à mon avis c'est pas facile. Donc bref, on voit à quel point certaines marques ont envie de mettre la charrue avant les bœufs, parce que très bêtement là, non. Non, franchement, non. Quand on voit ça, on fournit pas avec Android 5.0. Bon, le prochain sera fourni avec Android 5.1, mais il faudra vérifier que si Android 5.1, c'est pas le même topo qu'avec Android 5.0, parce que ça se trouve, ce sera tout aussi peu fluide, j'en sais rien, ça dépend comment ils ont optimisé leur firmware, et surtout s'ils l'ont optimisé, parce que là, ça se voit que l'optimisation n'a fait que commencer, quoi. C'est qu'à peine au niveau des préliminaires, là, à ce niveau-là. Bon, allez, je retourne tester ce téléphone pendant un petit moment, et je reviens vers vous pour voir si ce téléphone en vaut la peine. A priori, là pour l'instant, il a déjà commencé à me prouver que c'était pas forcément le cas. Non mais ça suffit, j'en ai marre, là franchement, j'en ai marre de me casser le cul à faire des tests qui sont complets, précis sur des téléphones pareils. J'en ai marre de faire des efforts pour des téléphones qui visiblement sont faits par des constructeurs, pour celui-là en tout cas en particulier, qui sont faits avec le moins d'efforts possible. Non mais c'est incroyable ce truc, c'est de la grosse bouse, y a rien qui fonctionne comme prévu, et non mais sincèrement, à ce niveau de qualité, etc., ils auraient dû l'appeler le Hank Ulphone, parce que tout simplement, ça aurait été bien trouvé, parce que c'est vraiment ça, ce téléphone. Moi, je croyais qu'Ulphone, c'était une bonne marque. Attends, ils ont fait le Ulphone BX, qui fonctionnait parfaitement bien. Et là, qu'est-ce que je trouve? Deuxième téléphone de la marque que je teste, j'ai cette espèce d'horreur non mais, sans déconner. Alors, on va commencer, parce qu'il y a une multitude de problèmes. On va commencer par le firmware. Parce que, à l'intérieur, il y a Android 5.0, dans une version qui est clairement pas finie, et ça me fait poser la question, mais bordel, mais heureusement que Mediatek fait tout le boulot à la place du constructeur de ces téléphones-là, parce que ils y connaissent rien en termes de firmware, à tel point qu'ils ont choisi le firmware uniquement pour le marketing, c'est-à-dire Android 5.0, voilà, patati patata, mais pas du tout pour des raisons de praticité, de fonctionnalité, de stabilité, ce genre de choses. Non, pas du tout. Ils avaient le choix entre Android 4.4 parfaitement stable, parfaitement fonctionnel, et de l'autre côté, la version bêta d'Android 5.0 que propose Mediatek pour les tests, justement, mais qui n'est clairement pas fait du tout pour un produit final. Et il y a certains constructeurs, comme eux, qui s'amusent à fournir préinstaller cette ROM complètement nulle à l'intérieur de leur téléphone. Alors, bien entendu, il y a plein de bugs, mais surtout le pire problème, c'est pas les bugs, parce que les bugs, il y en a quelques-uns, mais on peut les contourner, etc. Non, le pire problème, c'est que même si vous arrivez à éviter les bugs, même si vous arrivez à vous faire avec, eh bien, vous avez des lenteurs avec ce téléphone qui fait que il est extrêmement performant, et qu'est-ce qui se passe à côté? Eh bien, vous avez des performances qui sont encore moins bonnes que si vous utilisiez un Mediatek MT6592 ou Android 5.0. Donc il y a vraiment un problème. La fluidité est nulle à chier, que ce soit dans les programmes ou je ne sais pas quoi. Quand vous êtes en train de scroller sur un programme, ça saccade très légèrement, c'est très désagréable. C'est complètement ridicule d'avoir ça sur un téléphone qui est censé être aussi performant, quoi. Un deuxième truc qui va pas, c'est leur fameux espèce de capteur d'empreinte digitale qui fonctionne une fois sur 1000. Non, c'est vraiment ridicule, hein. Bon, alors, allez, on va le faire. Vous allez compter le nombre de fois qu'il faut avant qu'il détecte un doigt convenablement. Voilà, c'est bon, il a enfin réussi. Non mais c'est impressionnant, quoi, hein. Le capteur d'empreinte digitale, c'est de la grosse bouse. Alors voilà à quoi ressemble le scrolling dans une page internet. Je sais pas si vous arriverez à voir le truc, mais regardez quand ça ralentit, il y a vraiment un truc qui va pas avec cette ROM en matière de performance graphique. Il y a vraiment un truc qui va pas. Je crois que c'est un bug du pilote graphique. C'est horrible. Tous les jeux se mettent à ramer, à saccader, etc. Alors que le truc a les performances pour. Il a absolument aucun problème en termes de performance. Sur Android 4.4, un téléphone avec les mêmes spécifications. Et très sincèrement, pour remettre ce téléphone sous Android 4.4 en installant la ROM, etc. Oh, vous pouvez rêver si vous n'êtes pas quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Donc, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment un gros souci de performance graphique. Alors en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas à quel point c'était scandaleux, à quel point ce téléphone rame. Et donc,
pour vous montrer ça de manière un peu plus interactive, on va dire, et non pas juste en faisant glisser un petit peu le truc des paramètres et vous montrer qu'il y a quelques petites saccades qui se voient peut-être pas très bien avec la caméra, je vais carrément comparer plusieurs téléphones entre eux pour que vous puissiez voir à quel point c'est incroyable. Ce téléphone coûte environ 200 €, plus ou légèrement moins, ça dépend de là où on l'achète. 200 € pour ce téléphone-là, et on rame plus que ce téléphone-là qui est 3 fois moins performant et qui coûte moitié moins. Et ce téléphone à 80 € qui est 6 fois moins performant arrive lui aussi à être plus fluide en dehors des jeux, c'est-à-dire quand il s'agit d'une application réelle. Ces deux téléphones-là fonctionnent tous deux sous Android 5.0 et celui-là a un écran 720p, celui-là a un écran 720p, celui-là a un écran 540p. Alors 6 fois plus performant que celui-là est 6 fois plus performant que celui-là et a 3 gigaoctets de RAM, celui-là a 2 gigaoctets de RAM et celui-là a 1 gigaoctet de RAM. Donc 3 fois moins de RAM et 6 fois moins performant que ce téléphone-là. Alors donc bon, la différence de résolution qu'il y a entre les deux est très négligeable quand on voit ces deux différences, etc. Donc si je suis obligé de comparer à un téléphone avec une résolution un peu plus faible, c'est tout bêtement parce que j'ai pas réussi à trouver de Android 5.0 avec ce processeur-là, avec un écran 720p, mais a priori, ça ne devrait pas du tout changer quoi que ce soit aux conclusions. Parce que n'importe qui à qui tu demandes ça, tu dis ce téléphone est 6 fois plus performant et a une résolution à peine plus haute, quel est le téléphone qui est le plus performant des deux, sachant que celui-là a 3 gigaoctets de RAM et celui-là a que 1 gigaoctet de RAM. N'importe qui va pointer du doigt ce téléphone-là et va vous dire « Oh, il est très certainement largement plus fluide ». Eh bien, j'ai pris des images qui sont en ralenti, quoi, en 250 images par seconde, pour que vous puissiez voir la différence de fluidité. Vous allez voir, c'est flagrant. Alors comme vous le voyez, le téléphone qui est moins performant, 6 fois moins performant avec 3 fois moins de RAM, arrive à être plus fluide, arrive surtout à être moins saccadé que l'autre téléphone. Et un deuxième truc que l'on peut voir aussi, c'est que quand on utilise l'écran tactile du téléphone moins performant est plus réactif que celui-là du moins performant. Et ça ne vient pas de la dalle tactile en elle-même, c'est pas l'écran tactile en lui-même qui a un problème. C'est le fait que le pilote à l'intérieur de ce téléphone-là, enfin du téléphone le plus cher, est buggé dans Android 5.0. Maintenant, on va comparer ces deux téléphones-là. Celui-là a un processeur 3 fois moins performant et a 1 gigaoctet de RAM de moins que celui-là. Les deux sont en 720p. Et au niveau du GPU, celui-là a un GPU 2 fois moins performant que celui-là. Donc l'écart de performance est tout de même assez grand. Même résolution, donc très sincèrement, celui-là devrait être beaucoup plus performant. Ça ne fait aucun doute. On va essayer avec Rayman Fiesta Run, qui est un programme un jeu qui tire pas mal sur le GPU, et donc on voit les limites du GPU qu'il y a à l'intérieur de ce téléphone-là, le moins cher des deux, on voit les limites. Et comme vous pouvez le voir dans ces images au ralenti, on voit parfaitement bien que même si le téléphone moins performant a des ralentissements assez sévères pendant qu'on est en train de jouer, il est beaucoup moins saccadé, ce qui fait qu'il est beaucoup plus jouable sur le téléphone 2 fois moins cher que sur le téléphone 2 fois plus cher, à résolution égale, sachant que avec le même processeur que celui-là qu'il y a dans le téléphone à 200 €, c'est-à-dire le Ulfone Beat Touch, si on met le même processeur et qu'on le fait tourner sous Android 4.4, aucun problème de performance, ça fonctionne d'une manière parfaitement fluide, aucune saccade, rien du tout. Donc ça vous montre un petit peu le gros problème entre ces deux téléphones, c'est que le firmware là-dedans est tellement mal optimisé, tellement foireux, tellement buggé que on voit que un téléphone qui est entre 2 et 3 fois moins performant avec 1 gigaoctet de RAM de moins arrive à faire mieux sur toute la ligne que l'autre téléphone. Très sincèrement, un constructeur qui aurait un petit peu de respect pour lui-même et pour ses acheteurs ne laisserait pas passer un truc pareil. C'est complètement ridicule. Alors un autre problème, c'est que le tactile est particulièrement lent. Regardez, il a ses moments, mais regardez à quel point il est toujours derrière mon doigt. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais ça se ressent à l'utilisation. Et vous pouvez voir aussi que j'ai réglé le problème de l'écran. Alors vous devinerez jamais comment j'ai fait pour régler le truc. J'ai appuyé des deux côtés
très très fort, et je vais pas le refaire de peur que le problème revienne, mais voilà, quand on voit des trucs pareils, c'est pas rassurant du tout. Franchement, c'est pas rassurant une seule seconde que d'appuyer sur les côtés de l'écran permet de le réparer aussi bien que de le casser. Très sincèrement, pour moi, ça prévient que du mal, quoi. Je sais pas du tout ce qu'ils ont chié pour créer un écran tactile pareil, ou alors vraiment, mais le niveau de qualité de fabrication est vraiment catastrophique. Je sais pas du tout d'où ça sort. D'ailleurs, continuons sur le niveau de qualité de fabrication, parce que vous allez me dire, bon allez, on va laisser passer le problème du tactile, c'est juste un truc qui pourrait arriver sur un téléphone sur 1000, allez, on va dire ça comme ça. Mais non, maintenant je laisse plus rien passer, parce que quand je vois un problème avec mon téléphone, après je le vois pulluler sur le reste d'internet, et je me dis que j'aurais dû en parler de manière plus appuyée. Regardez, autre problème, le métal là, qui a été mis tout autour. C'est pas du métal qui traverse le téléphone, non, c'est juste une petite plaque de métal qui est par-dessus, je vous l'ai déjà dit. Mais le deuxième truc, c'est que le métal se décolle. Et le métal vous griffe les doigts, les arêtes là que vous avez là, ça vous griffe les doigts, c'est horrible, c'est n'importe quoi d'avoir fait un truc pareil. Pourquoi ne pas avoir mis un rebord en plastique? Je sais pourquoi. Pour essayer de donner l'impression que ça ressemble à un iPhone. Vraiment, ce téléphone, c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête chez Ulfone? Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Autre truc, les bords du bouton avec capteur d'empreinte digitale qui se trouve ici coupe avec. Mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé sans deck? Et vous savez, ce genre de petits problèmes au niveau du firmware ou au niveau du reste, c'est-à-dire des finitions, ce genre de choses, c'est quelque chose qui devient très très significatif dans la vie d'Ulfone, parce que c'est une entreprise qui, dès son premier téléphone, nous a fait une prise jack trop enfoncée à l'intérieur où on ne peut pas brancher les prises. Alors certains disent que c'est une histoire de normes, c'est faux, bordel de merde. Les deux normes utilisent la même longueur de prise. La norme OMTP et l'autre norme c'était je sais pas quoi, là on s'en fout complètement, c'est parce que ça n'a rien à voir avec ces normes. La différence, c'est de la façon dont sont brochées la partie micro de la prise jack. Ces deux normes sont des normes qui sont toutes les deux rétrocompatibles avec la prise jack 3.5 mm classique pour prise casque. Celle qui fait que le stéréo et sans micro. Ces deux normes sont faites seulement dans le seul et unique but de faire en sorte que le micro fonctionne en plus sur un kit main libre. Et donc ces deux normes se contredisent dans le sens où il y en a une où c'est broché comme ça et l'autre où c'est broché comme ça. Ok, d'accord. Donc voilà la différence entre ces deux normes. Mais ces deux normes ont pour seul et unique but d'ajouter le micro, pas de calculer la longueur de la prise, parce que si la longueur de la prise est différente, on ne peut plus brancher un casque audio stéréo classique. Or, le fait de garder une prise jack 3.5 mm, à l'origine, c'était fait pour garder la rétrocompatibilité avec des casques uniquement et pas que avec les kits main libre. Donc, vous voyez que je viens de vous prouver par A plus B que il faut qu'ils gardent la même longueur, parce que ça fait partie du but de garder cette prise et non pas de prendre une prise propriétaire à la con. Le but est de garder la compatibilité avec un casque stéréo. Alors pourquoi changer la longueur? S'il y en a qui rentrent et d'autres qui n'en rentrent pas, ça n'a rien à voir du tout avec cette norme. C'est juste parce qu'il y en a des casques qui mettent une prise un peu plus longue, justement pour pallier à ce genre de situation qui pourrait se produire. Et donc, ils profitent de ce problème-là, enfin de cette chose-là, pour faire en sorte que, voilà, ils se disent, oh, c'est pas grave, l'utilisateur s'en rendra pas compte. Et pouf, ils branchent un truc normal dessus, ils se rendent compte que ça se débranche tout seul. C'est complètement ridicule. D'ailleurs, un autre truc à vous dire, si c'était réellement un coup d'une prise différente ou je ne sais pas quoi, si c'était réellement ça le problème, et non pas juste un problème de normes, pourquoi les deux normes nous donnent l'impression que la prise marche? Parce que oui, vous branchez un kit main libre dedans, et ça marchait. C'était pas une histoire de norme, vu que un kit main libre qui était à la norme du Ulfone Pro, je crois qu'il s'appelait celui-là, eh bien celui-là, vous branchez la prise dedans, elle ressort, mais si vous appuyez dessus pour la maintenir enfoncée dedans, tout fonctionne parfaitement. Donc pourquoi avoir fait deux normes différentes, où les deux fonctionnent parfaitement bien, alors que si tu regardes sur Wikipédia, justement, tu te rends compte que le brochage doit être différent. Donc logiquement, si c'est bien ça et que la longueur correspond réellement à une norme différente, eh bien il faudrait que seuls ceux qui ne fonctionnent pas ne se branchent pas.
Donc c'est faux. Donc toutes les personnes qui vous ont fait croire que c'était une norme différente sont juste des gros mythomanes. Et donc, cette marque de téléphone n'est pas à son premier truc complètement pourri. Il suffit de regarder un petit peu sur internet un peu partout et vous vous rendrez compte que cette marque n'arrête pas de faire des faux pas. On se demande s'ils le font pas exprès à ce niveau-là. Bon, maintenant j'ai noté en vrac que le téléphone était relativement chaud en utilisation, étant donné qu'il n'y a aucune utilisation de métal pour la coque interne, enfin la partie interne, la structure interne, voilà. Donc du coup la dissipation ne se fait pas du tout comme il faut, et c'est un gros point chaud à cet endroit-là. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais voilà, c'est-à-dire, parce que bon voilà, je vais vous dire toutes les notes que j'ai prises, hein, je vais pas avorter le test comme ça en ignorant la moitié des infos que j'ai marquées, mais malgré tout, franchement, c'est bon, j'arrête là, parce que ce téléphone n'en vaut pas la peine, c'est juste de la grosse merde et c'est un truc qui essaye de se faire passer pour un autre téléphone en plus, et on voit bien que là, non, là c'est bon, là on est typiquement dans le domaine pur et dur de la contrefaçon de merde. Alors un dernier truc à dire, c'est que le haut-parleur est tout à fait correct, sans être exceptionnel, il est tout à fait correct. Bon bref, pour terminer, j'ai déjà vu des niveaux d'incompétence qui étaient phénoménales dans certains téléphones, mais alors là, franchement, à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est fait exprès, hein. Très sincèrement, j'avais jamais vu ça jusque-là. Franchement, ce téléphone me donne l'impression qu'Ulfone a tenté une percée dans ce monde magnifique et très prolifique de l'arnaque, parce que franchement je vois que ça, hein. Ce téléphone il est même pas fini quoi, quand on voit que le bord en métal se décolle et coupe les doigts, mais c'est horrible quoi, on peut pas laisser passer un truc pareil. Puis il y a des détails qui trompent pas quoi, la boîte en parfait état et le téléphone dans une enveloppe à bulles, et il y a quand même un problème sur l'écran tactile qui peut se résoudre juste en appuyant très fort sur les côtés comme ça pour reconnecter je ne sais pas quoi, sûrement pour faire en sorte que les lignes qu'il doit y avoir à l'intérieur du digitizer refassent contact, temporairement bien entendu, parce qu'il y a juste le temps que ça revienne comme ça via la chaleur ou je ne sais pas quoi, et hop, tiens d'ailleurs j'y pense, c'est pile derrière le processeur l'endroit où ça déconne. Peut-être quelque chose à voir comme ça, enfin bon bref, très sincèrement ce téléphone c'est juste n'importe quoi. Et y a rien qui le sauve, hein. Même l'autonomie n'est pas ce qui est de plus impressionnant, parce que étant donné que c'est Android 5.0 et ce que j'ai vu sur ces processeurs là entre Android 4.4 et Android 5.0, la seule différence positive qu'il y a entre les deux, c'est qu'il y a à peu près en moyenne 1 heure d'autonomie en plus avec Android 5.0 qu'avec Android 4.4. Alors du coup, l'autonomie que j'ai pu relever, c'est en utilisation normale, c'est la seule que j'ai pris le temps de faire parce que ce téléphone est juste, c'est de la bouffonnerie quoi. Franchement, j'ai pas envie de continuer à utiliser ce truc-là. Comment dire, tout ce que vous essayez de faire avec ce truc-là, ça vous donne l'impression que vous avez ressorti un vieux téléphone à 70 €, je sais pas quoi, qui aurait déjà un an, et vous vous dites, ça c'est à cause de la fluidité et ce genre de truc, hein, et vous vous dites, non mais c'est pas possible, vendre ça à 200 € quoi, aujourd'hui, non. Enfin quand je dis à 200 €, je parle plus ou moins, la tranche de prix dans lequel il se trouve. Enfin c'est juste impressionnant ce niveau-là. Bon là c'est côté firmware, bon il parle d'une mise à jour vers Android 5.1, bon allez, ça c'est le genre de téléphone, encore une fois, faut les prendre au mot, hein, les développeurs, les constructeurs de ces ROM là, enfin de ces téléphones là qui font les mises à jour de ROM, parce que bon, rien ne nous a prouvé, ils nous ont d'ailleurs déjà prouvé, promettez par exemple Android 5.0 pour un téléphone avec un processeur MT6592, et bien entendu il ne sortira jamais parce que Mediatek n'a pas encore sorti un seul truc pour le 6592 qui suggérerait Android 5.0 quoi. Donc c'est juste impossible de mettre à jour un téléphone si Mediatek de son côté fait pas sa part du boulot. Et là c'est pareil, Mediatek n'a pas fini sa part du boulot. Pourquoi avoir sorti Android 5.0? Mais c'est juste aberrant un truc pareil. Commercialisé pendant 2 mois durant et peut-être encore plus longtemps que ça, un téléphone avec un firmware pas fini, c'est incroyable. Je veux dire, Mediatek peut-être que quand il sortira la version 5.1 pour ce processeur-là, sortira une version parfaitement stable et parfaitement utilisable. C'est totalement possible. Mais après viennent les autres problèmes de ce téléphone, bien entendu. Voilà, mais sans déconner, n'importe quoi. Et surtout j'y pense, hein, ça va être la galère bien entendu pour installer ça. Donc bref, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire sur ce téléphone? Eh bien, très déçu par cette marque parce que ils avaient commencé, enfin entre mes mains, ils avaient commencé avec un téléphone qui était
très très bon. Et là, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Qu'est-ce qu'ils nous prouvent? Ils nous prouvent tout bêtement qu'ils arrivent pas à faire un téléphone qui soit pas désagréable à prendre en main, parce que encore une fois, il coupe, et qu'en plus de ça, pourquoi ce choix d'Android 5.0 alors qu'il est pas fini? Bordel, laissez Android 4.4 là-dedans et mettez à jour quand la version sera finie. Proposez à la limite une version bêta sur votre site internet à télécharger et à installer soi-même pour ceux qui ont les compétences pour le faire, mais ne forcez pas les gens à utiliser Android 5.0 complètement foireux. Et c'est pas Android 5.0 qui est complètement foireux, hein, c'est la version que Mediatek n'a pas fini de faire pour ce processeur. C'est ça qui est foireux. Et franchement, donc, ne forcez pas les utilisateurs à utiliser une version complètement foireuse d'Android 5.0 pas finie, en attendant éventuellement une mise à jour qui viendra ou ne viendra jamais. Encore une fois, ils vont remplacer ce modèle-là par un modèle 2, c'est même pas certain d'avoir une deuxième, enfin, d'avoir une ROM mise à jour sur ce téléphone-là, l'autre aura Android 5.1 peut-être, et puis celui-là, il restera sur 5.0 buggé. Il y a des chances que ce soit ça, c'est pas certain, mais il y a des chances. Je veux dire, quand on voit un téléphone qui sort avec une ROM pourrie, pour un téléphone chinois, ça veut dire que il faut faire confiance aux développeurs de la ROM pour qu'ils sortent une version débuggée de la ROM. D'expérience, ça n'arrive jamais. Alors pourquoi pourquoi se dire que ça pourra être le cas pour ce téléphone-là? Pourquoi faire confiance plus à cette marque qu'à une autre? Surtout quand elle nous montre son incompétence de manière répétée. La seule solution pour rendre vaguement compétent ce téléphone du côté firmware, c'est de remettre sur Android 4.4. Et qui dit remettre sur Android 4.4 dit passer par un PC sous Windows 7, 32 bits. C'est le seul moyen de pouvoir faire en sorte que le programme qui permet de flasher fonctionne convenablement. Ensuite, deuxième truc qui vient après ça, eh bien, c'est de réussir à faire fonctionner les pilotes de ce fameux programme, de réussir à utiliser ce programme qui n'est pas facile à prendre en main. Enfin, c'est n'importe quoi. Très sincèrement, c'est pas possible. Je le répète, mais non, ça se peut pas, ça. Je suis désolé, il y a des niveaux, enfin, il y a des trucs qu'il ne faut pas dépasser comme limite pour moi, et là, on les a dépassés allègrement, on les a violés, ces limites, on les a dépassés dans les deux sens plus d'une fois sans notre consentement. C'est juste dégueulasse ce qu'ils nous ont fait là. Très sincèrement, on ne peut pas prétendre faire un téléphone haut de gamme si on n'est même pas capable de se poser la question si c'est convenable de prendre des bandes métalliques tout autour et de les coller au double face, quoi. C'est stupide comme concept, c'est foireux d'avance. On ne peut pas faire un design solide et durable si on prend du métal à la con et qu'on le colle. Je veux dire, même, vous connaissez mes réticences via ce système de mettre du métal par-dessus le plastique juste pour faire genre, qu'a fait Ligou notamment, et vous connaissez mes réticences à propos de ce concept. Mais eux au moins ils ont eu la décence de rifter le métal. Là ils l'ont collé, quoi, c'est d'une bêtise, on ne peut pas faire des trucs pareils et s'en tirer impunément. Je ne peux pas accepter ça, perso. Bref, un téléphone mal conçu, fragile, avec un software fourni par défaut tout pourri. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter à propos de ce téléphone, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!